C'était en décembre 1994 lorsqu'un événement a bouleversé la société mexicaine. Le neurophysiologiste, psychologue et chaman scientifique Jacobo Greenberg avait disparu sans laisser de traces. Considéré comme une figure importante de la contre-culture mexicaine, Greenberg a divisé ses collègues par les innovations de ses expériences, dont beaucoup étaient liées à la télépathie, la télékinésie et au spectre de la conscience. Mais jusqu'où ces recherches l'avaient-elles mené? Était-ce son audace et son idée que les limites n'existent pas pour le cerveau humain? Est-ce cela qui a fini par faire de lui un être d'intérêt pour les hautes sphères du pouvoir? Ces postulats défiants et provocateurs contre les paradigmes conventionnels l'ont-ils rendu dangereux pour un certain secteur? Est-il parti? L'a-t-on forcé à partir? L'a-t-on enlevé? Est-il devenu lui-même son propre cobaye? Aujourd'hui, nous allons tout découvrir sur sa mystérieuse disparition ainsi que sur sa vie énigmatique. Le commandant Clément Padilla a compris qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ordinaire lorsque des membres du cercle présidentiel se sont présentés à son domicile pour connaître l'avancée de l'enquête. Antonio Fernández González, alors procureur général de justice du district fédéral mexicain, avait créé un parquet spécial pour rechercher l'homme disparu. Et il avait confié l'affaire à Padilla pour une simple raison. Padilla avait prouvé auprès de lui qu'il était un détective audacieux et, de surcroît, efficace. Tout casse-tête qui lui tombait entre les mains, tôt ou tard, finissait par prendre sa forme finale. Il était précédé d'une énorme quantité de médailles et de mentions spéciales. Il aimait les prêtres et l'affaire Greenberg avait tous les ingrédients pour représenter un défi captivant. Le scientifique reconnu avait disparu de façon mystérieuse, sans laisser derrière lui la moindre trace. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais l'important, c'est que Padilla était un spécialiste pour trouver les indices que les autres négligeaient. Peu à peu, il avait élaboré ses propres hypothèses sur l'affaire, mais au lieu de réponses, il faisait face à toujours plus de questions en avançant. Sachant que cela allait exiger tout son potentiel, Padilla s'est impliqué comme lui seul savait le faire. En peu de temps, il a lu les près de 50 livres que Jacobo avait publiés. À son tour, il a regardé et écouté toutes les interviews et conférences que l'homme avait données. Il est arrivé à une simple conclusion. Jacobo en lui-même était un labyrinthe. Sa curiosité et son esprit inquiet l'avaient mené dans des endroits totalement imprévisibles, aussi bien pour son entourage familial que pour son travail. Chaque personne qui le connaissait avait une vision très différente de sa vie. Il n'était donc pas surprenant que chacun ait aussi une vision très particulière de sa disparition. Padilla a suivi plusieurs pistes. Il a passé des nuits blanches, remplies des cendriers de mégots écrasés. Il n'a écarté aucune piste, mais lorsqu'on lui a demandé de donner un verdict, Padilla est resté prudent. Il a demandé quelques jours de plus, car il allait découvrir quelque chose d'important. Et en fait, à son malheur, c'est exactement ce qui s'est passé. Soudain, il est tombé sur un aspect de Jacobo que tout le monde ignorait. Sans perdre de temps, il a passé les appels nécessaires, a cherché des informateurs et la lumière a été faite sur le dossier. Une lumière qui mettait en évidence un réseau bien plus sombre que ce que quiconque aurait pu supposer. C'est alors que Padilla a reçu un télégramme. Sans plus d'explications, ils l'ont écarté de l'affaire. Ensuite, ils l'ont renvoyé des forces de sécurité. Padilla savait que, sans le vouloir, il avait touché trop de nerfs à vif. Il s'était trop approché de la vérité, d'une vérité très dangereuse. Traversé par la paranoïa et suivant l'instinct que des années d'expérience lui avaient donné, il sut que sa propre vie pouvait être en danger. Il a commencé à se sentir observé, alors il a décidé de déménager très loin et de disparaître, et pendant un certain temps, du moins, il y est parvenu. Mais l'affaire de Jacobo Greenberg, d'une manière ou d'une autre, a trouvé le moyen de revenir à lui. Jacobo Greenberg Silberbaum est né à Mexico en 1946.
Enfant, il s'est toujours montré très curieux et créatif, toujours prêt à démonter tout ce qu'il avait sous la main pour essayer de comprendre comment cela fonctionnait. Ensuite, lorsqu'il y parvenait, il ne s'en contentait pas, il réorganisait les pièces et créait de nouvelles façons de faire fonctionner les engrenages. C'est ainsi que très jeune, il a mutilé quelques jouets et avec leurs pièces, il a réussi à fabriquer une bombe qui, selon l'un de ses frères, a fait trembler tout le jardin de la maison. Il était un garçon heureux jusqu'à la maladie de sa mère, atteinte d'un cancer qui l'a confronté à la mort. Jacobo a dû assister à la dégradation irréversible de sa mère au fil du temps. Elle perdait ses cheveux, elle perdait ses forces, mais surtout, son esprit s'atrophiait et elle perdait le contact avec la réalité. Jacobo a commencé à souhaiter que sa mère meure pour qu'elle ne souffre plus, et ce désir l'a rempli de culpabilité, mais aussi d'une conviction. Peut-être qu'il ne pouvait plus l'aider, mais il était encore temps de mieux comprendre le cerveau humain. Il était convaincu qu'il y avait là des mystères qu'il pouvait, avec soin, déchiffrer pour le bien de toute l'humanité. Lorsque Jacobo eut 12 ans et que sa mère mourut d'un accident vasculaire cérébral, il avait déjà décidé dans quelle direction il orienterait ses études. Il était sûr qu'il deviendrait célèbre grâce à ce qu'il accomplirait. Et même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais imaginé qu'avec le temps, il finirait par être considéré comme l'Einstein de la conscience. Avant d'avoir 20 ans, Jacobo est parti en Israël, dans une commune agricole. Là-bas, il a rencontré son premier grand amour, qui deviendra la mère de sa fille, mais aussi un jeune Anglais qui allait bouleverser sa façon de comprendre le monde. Ce jeune homme, avec l'aide de la classique planche Ouija, entrait en contact avec l'au-delà. Soudain, il entrait dans une sorte de transe et les esprits se manifestaient à travers lui. Après avoir vu l'anglais lors d'une de ces séances, Jacobo en est arrivé à une conclusion. Il ne pouvait pas mettre en doute ce que l'autre disait, ce qu'il vivait ou ressentait. Jacobo a su très tôt qu'il était un croyant né, tandis que d'autres disaient que l'anglais de la Ouija était un imposteur. Il a décidé avec toute la minutie de sa pensée empirique qu'il préférait tout prendre pour vrai et relever le défi de l'expliquer. Sa question de base était toujours la même, supposer que certaines choses ne sont pas possibles simplement parce qu'elles ne le sont pas ou parce qu'on nous a dit qu'elles l'étaient. Les choses impossibles existent-elles vraiment ? Jacobo a étudié la psychologie à l'Université nationale autonome du Mexique. En 1970, Jacobo est parti à New York pour étudier la psychophysiologie à l'Institut de recherche sur le cerveau et il a obtenu un doctorat axé sur les effets électrophysiologiques des stimuli géométriques sur le cerveau humain. Ensuite, à son retour au Mexique, Jacobo a fondé un laboratoire de psychophysiologie à l'université d'Anáhuac. Par la suite, à la fin des années 70, il a installé un autre laboratoire similaire à l'Universidad Nacional Autónoma de México. Là-bas, Jacobo a mené l'expérience qui l'a fait connaître parmi ses collègues. Pour certains, Jacobo était presque fou. À cette époque, Jacobo a commencé à faire des expériences avec des enfants. Il voulait montrer qu'ils avaient une porte de perception plus grande que les adultes. Pour cela, il a réalisé des tests liés à la vision extraoculaire. Il bandait les yeux des petits et leur faisait voir des images avec leurs mains ou à travers l'expérience d'un autre. Nous ne pouvons pas savoir si la théorie qui rendrait Jacobo le plus célèbre était déjà dans sa tête à ce moment-là. Mais clairement, ces expériences ont été un germe important pour la développer, surtout lorsqu'elles ont commencé à donner des résultats positifs. Les enfants bien entraînés pouvaient réellement se passer de leur vue pour voir quelque chose. Mais alors, pourquoi Jacobo a-t-il soudainement interrompu son expérience ? La réponse est simple, Jacobo l'a suspendu. Lorsqu'il a constaté que les enfants qui développaient une meilleure vision extraoculaire commençaient également à présenter des effets secondaires. Dans 90% des cas, les enfants les plus doués commençaient à montrer de la peur lorsqu'ils faisaient appel à leur pouvoir. Il disait qu'avec la capacité de voir sans les yeux, la présence d'êtres obscurs qui n'appartenaient pas à ce plan devenait manifeste. La plupart d'entre eux ne voulaient plus continuer les séances. Alors, Jacobo a mis ses recherches en pause, et pourtant, il ne s'est pas arrêté. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de grand.
En 1975, Jacobo a eu un appel inattendu. Margarita López Portillo, la sœur du président mexicain de l'époque, José López Portillo, a dit aux scientifiques qu'elle était très intéressée par son travail et l'a invité à la résidence présidentielle pour qu'il assiste à un phénomène qu'elle considérait comme unique en son genre. Jacobo s'est aussitôt rendu sur place et, comme avec l'anglais de la planche Ouija dans sa jeunesse, sa compréhension des choses a encore été bouleversée. Là, dans un salon présidentiel, Jacobo a rencontré Pachita qui pratiquait la chirurgie psychique. Elle disait avoir la capacité d'ouvrir une personne malade avec son couteau de chasse et de réaliser des opérations qui, à l'époque, étaient considérées comme impossibles. Elle pouvait par exemple insérer et retirer des vertèbres. Elle se disait médium et affirmait qu'au moment d'opérer, l'esprit du dernier roi aztèque la possédait. C'est de là que venaient ses facultés surnaturelles. Jacobo était maintenant vraiment à la porte de la théorie qui le mènerait à être reconnu par toute la communauté professionnelle. Jacobo a écrit un livre. Pachita, en analysant les bases scientifiques de ses expériences avec la guérisseuse, a suivi ses procédures pendant environ 1 an. Il est arrivé à la conclusion que la capacité de Pachita à guérir était le résultat de 2 réalités différentes. La présence d'un champ neuronal qui entoure nos cerveaux et la présence d'un réseau spatio-temporel en dehors de celui-ci. La conscience et le concept de réalité, a conclu Jacobo, se produisent en dehors de nous, lorsque les 2 champs coïncident. Pachita, selon lui, pouvait façonner la réalité à sa guise, parce qu'elle opérait en connaissant naturellement cette particularité. Bien que certains scientifiques aient jugé absurde la manière dont la question a été traitée, beaucoup d'autres n'ont pas hésité à affirmer que Jacobo faisait preuve d'une grande astuce et d'une grande rigueur. Des règles de la physique quantique, mais appliquées aux cerveaux humains. Ses recherches ont été publiées dans des revues spécialisées, et il a commencé à être sollicité dans différents séminaires. Après cette expérience, Pachita Jacobo est devenu un chaman parmi les scientifiques et un scientifique parmi les chamans. Il a commencé à osciller entre 2 mondes, entre 2 façons de comprendre le tout qui nous entoure. À cette époque, il s'était déjà fait une place sur la carte des psychonautes et c'est alors qu'il a rencontré un autre être controversé. Castaneda. Et les choses ne se termineraient pas bien. Castaneda était un anthropologue et écrivain péruvien naturalisé américain, auteur d'une série de livres décrivant sa formation. Dans un type particulier de nahualisme traditionnel mésoaméricain, auquel il fait référence comme une forme très ancienne et oubliée, Castaneda affirmait être devenu un chaman nahual toltèque. Lorsque Castaneda et Jacobo se sont rencontrés, ils ont rapidement créé une forte empathie. Tous 2 pouvaient parler en profondeur de choses qui semblaient abstraites. Pour beaucoup, Castaneda et Jacobo faisaient tous 2 partie d'un même courant, qui cherchait à établir une idée alternative à celle des sciences, mais sans les contredire. Cependant, lorsque Jacobo a découvert un peu plus les méthodes que Castaneda utilisait pour influencer ses adeptes, il s'est senti déçu. Il est passé de l'admiration à le voir comme un homme rempli d'ambition qui était loin de chercher une vérité. Selon lui, seule une chose intéressait Castaneda. C'était le pouvoir. Il a refusé de collaborer et a mis fin à la relation de façon brutale. En 1987, Jacobo a fondé l'Institut national pour l'étude de la conscience, financé par l'Universidad Nacional Autónoma de México et le Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Il était alors marié à sa 2e femme, Teresa, rencontrée lors d'une conférence, gestionnaire de Abria en. Il avait commencé à avancer dans sa prochaine expérience, dans laquelle il voulait vérifier comment il était possible de transmettre le potentiel cérébral d'un individu à un autre. Non seulement entre des individus qui ne parlaient pas dans une même pièce, mais aussi entre des individus qui se trouvaient dans différentes parties de la planète. Fondamentalement, ces études étaient axées sur la démonstration de la possibilité d'obtenir une véritable télépathie, en partant du principe que la conscience était quelque chose qui se trouvait en dehors du cerveau. Il a réussi à obtenir le soutien de nombreuses institutions, et même les plus sceptiques se sont montrés intéressés de voir où tout cela allait mener. Mais alors que tout était déjà en place, Jacobo avait disparu. Jacobo avait parlé à ses connaissances de son projet de faire une retraite spirituelle au Tibet.
lorsqu'il a cessé de répondre au téléphone et que, le 12 décembre 1994, il ne s'est pas présenté à une fête d'anniversaire organisée en son honneur. Tout le monde a supposé qu'il avait finalement réalisé ses objectifs. Tout le monde sauf sa fille, qui a eu un mauvais pressentiment. Son père était impulsif, c'est vrai, mais il partait souvent sans la prévenir. Quand a-t-elle vérifié ? Lorsqu'ils ont vérifié qu'il n'y avait aucune trace indiquant que Jacobo avait quitté le pays, les pires soupçons ont commencé à se matérialiser. Et c'est là que le commandant Padilla entre dans l'histoire. Lorsque Padilla a commencé à enquêter, il est tombé sur un premier indice plus que suspect. Et Teresa ? La femme de Jacobo s'est enfuie quelques jours seulement après la disparition de l'homme. Et d'après les témoignages de la famille et des amis, Padilla a découvert que Teresa prétendait avoir des pouvoirs et affichait une grande spiritualité, jusqu'à ce que son côté sombre apparaisse. Et en fait, Teresa souffrait de crises de colère qu'elle était incapable de contrôler. Padilla a même relevé chez la femme des contradictions sans justification. Il a aussi appris qu'elle était en contact avec Gerardo Morales Alonso, un homme apparemment inoffensif qui l'aidait dans les tâches ménagères et qui travaillait comme gardien dans une école. Cependant, en approfondissant sur le sujet, Padilla découvrit quelqu'un avec un passé rempli de zones d'ombre et une formation paramilitaire. Mais qui était cet homme? Quelle était sa relation avec Thérèse? Et pourquoi Thérèse s'était-elle enfuie? Juste après la disparition de son mari, Padilla a rapidement écarté un crime passionnel. Comment expliquer autrement que des cahiers et les ordinateurs où il enregistrait l'avancement de ses expériences avaient disparu de la maison de Jacques et de ses laboratoires? Padilla a tout de suite compris que derrière l'énigme, il y avait quelque chose d'organisé, de prémédité. La fille de Jacques, passionnée de musique, avait un groupe appelé Ciel et Terre avec lequel il faisait des apparitions télévisées régulières. Lors d'une apparition désespérée, elle a demandé au public de contacter la police si quelqu'un avait des informations sur son père. Padilla a vu là un geste très peu stratégique. Il supposait que le téléphone du commissariat serait inondé de faux témoignages ou de témoignages invérifiables. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf un témoignage particulier dont ils ont pu vérifier une certaine véracité, témoignage que Padilla a suivi et qui a entraîné son exclusion immédiate de l'affaire. Selon ce témoignage, Jacobo aurait été vu dans le Colorado accompagné de Teresa et escorté par des personnes mystérieuses. Padilla a découvert que Jacobo avait l'habitude de se rendre souvent à cet endroit même s'il ne l'avait jamais dit à ses proches. Il avait l'habitude de s'y rendre pour participer à des réunions secrètes. D'autres scientifiques, ainsi que ceux qui seraient supposément des experts du FBI et de la CIA. Padilla a pu joindre des témoignages prouvant qu'à plusieurs reprises, des organismes privés avaient voulu subventionner les recherches de Jacobo. Cependant, celui-ci les avait toujours refusés, un par un, en invoquant la nécessité de faire les choses de manière indépendante. Avait-il offensé quelqu'un avec cette position ? C'est en formulant ces hypothèses que Padilla fut finalement relevé de l'affaire et de la police en général. Tous le prenaient pour un fou, même la famille de Greenberg le traitait de fabulateur pour avoir suggéré que Jacobo puisse être surveillé par de tels organismes. En 2017 pourtant, l'affaire a changé. En janvier de cette année-là, plus de 930 000 documents de la CIA ont été déclassifiés, ce qui équivaut à plus de 12 millions de pages d'informations. On y a trouvé des mentions de Jacobo et de ses travaux. En effet, la CIA l'avait enquêté au moment de sa disparition. Padilla avait toujours eu raison. Le projet Stargate était une unité secrète de l'armée des États-Unis, créée en 1978 à Fort Meade, dans le Maryland, par l'Agence du renseignement de la défense, pour enquêter sur le potentiel des phénomènes psychiques dans des applications de renseignement militaires et domestiques. Le travail du projet Stargate impliquait principalement la visualisation à distance, la capacité supposée de voir psychiquement des événements, des lieux ou des informations à grande distance. Les expériences de Jacobo auraient été étudiées dans le cadre de projets comme Stargate. À ce jour, Greenberg est toujours porté disparu, et beaucoup gardent l'espoir qu'il finira par réapparaître tôt ou tard. Les proches de Jacobo affirment qu'il est impossible que l'homme soit parti volontairement travailler sur un projet secret en abandonnant sa fille.
Il pense qu'il est possible que sa fille et son bien-être aient été utilisés comme moyen de chantage pour l'obliger à faire des choses qu'il n'aurait pas acceptées autrement. Étant donné que Jacobo était en avance sur son temps, il n'est pas étonnant de penser qu'à cet instant même, il soit derrière. Des expériences destinées à changer le cours du monde tel que nous le connaissons ou notre compréhension de la réalité. D'autres en déduisent que la National Aeronautics and Space Administration, plus connue sous le nom de la National Aeronautics and Space Administration, l'a enlevé et le garde à travailler pour eux grâce à ses vastes connaissances. Parce qu'il aurait déjà collaboré avec les services secrets des États-Unis dans leur tentative d'établir un contact spatial. Les plus conspirationnistes vont même jusqu'à affirmer que Jacobo a été enlevé par des êtres extraterrestres ou qu'il est passé dans une autre dimension grâce à ces mystérieux êtres. Des êtres avec lesquels il aurait été en contact toute sa vie. Selon ces journaux, la piste Castaneda n'est pas non plus écartée. Se pourrait-il que les adeptes de ce chaman moderne aient mal pris l'image que Jacobo a laissée de ce personnage et aient décidé de se venger ? En 2017, un journaliste de Los Angeles a affirmé détenir des informations d'un témoin fiable sur Jacobo. En théorie, le scientifique serait enfermé dans un asile d'aliénés en Amérique du Nord et les visites lui seraient interdites. Le documentaire Le secret du docteur Greenberg d'Ida Cuellar a suggéré que Teresa aurait été une agente de la CIA. Le plan avait toujours été de piéger Jacobo, car ses découvertes faisaient de lui un ennemi public potentiel. Si tel était le cas, Jacobo ne serait ni le premier ni le dernier scientifique que la CIA intercepte par l'intermédiaire d'un agent infiltré dans son cercle intime. L'énigme reste entière. Un homme qui s'est efforcé de nous faire comprendre que rien n'est impossible nous laisse aujourd'hui une série de doutes sur sa destination finale. Nous savons pour l'instant que ses idées prennent de plus en plus de valeur au fil des années et que son héritage est réexaminé chaque jour. Nous savons aussi, grâce aux interviews accordées ces dernières années, que Padilla continue d'enquêter sur cette affaire depuis sa cachette. Et celui de Greenberg reste la seule affaire non résolue par ce grand enquêteur, du moins pour l'instant. Voici la vidéo du jour, j'espère que l'affaire Jacobo Greenberg vous a plu. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait très peu de vidéos à ce sujet sur YouTube, alors nous avons décidé de faire cette vidéo en essayant de condenser tout ce qui circule. Toutes les informations trouvées dans divers documentaires, livres, rapports, blogs, etc. J'espère que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à remercier les membres du clan Mephisto. C'est grâce à eux que nous pouvons mener ce type de recherches, qui sont souvent démonétisées par YouTube. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner le t-shirt de Giorgio sur l'Instagram de History, lien ci-dessous. Et que la nouvelle saison d'Ancient Aliens a déjà commencé. Sans rien d'autre à ajouter, je vous dis au revoir. Je vais regarder la nouvelle saison d'Ancient Aliens. Je m'appelle Magnus Mephisto, on se retrouvera sûrement dans la prochaine vidéo. Au revoir.